Bonjour tout le monde. Je vais commencer par me présenter. Pour cette session, j'anime le premier séminaire, donc en collaboration avec le professeur Stephen Harnad, qui complète avec les autres séminaires. Donc, le séminaire d'aujourd'hui a pour titre IA et EDI, donc deux acronymes qui sont devenus bien connus et très nécessaires de nos jours, que ce soit dans la recherche ou dans n'importe quelle tâche, même du quotidien. Donc, on va aborder ces deux acronymes dépendamment de notre vision et de notre travail et recherche qui concernent le traitement automatique du langage naturel. Et nous sommes plus intéressés par les langues peu dotées ou les langues sous-représentées dans le domaine du TAL et de l'IA. Donc, notre recherche a pour cible première la préservation et la revitalisation des langues autochtones. Et donc, ça va être présenté, je vais parler un petit peu au début, mais Tan Ngokle, qui est postdoc au sein du laboratoire NLP que je dirige et qui a fait son doctorat en informatique cognitive à l'UQAM. Donc, un jour, il était comme vous, il a passé ses 4 années d'étudiant, il a soutenu, il a eu son diplôme de DIC et maintenant, il est postdoc, il est intéressé par la continuation du travail. Tan Ngokle est postdoc, puis il travaille sur cette thématique de revitalisation des langues autochtones en utilisant le TAL et l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux aller vers l'autre acétate, Tan, s'il te plaît? Tu peux avancer? Alors, on va commencer par citer donc ce paragraphe de reconnaissance territoriale, comme nous travaillons sur des langues autochtones et la recherche sur les langues autochtones et les enjeux nous oblige à faire cela, et par conscience aussi. Donc, nous voudrions commencer en soulignant que les terres sur lesquelles nous nous trouvons font partie du territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, notamment la nation Kaninkewa de Mohawk. Nous honorons, respectons et reconnaissons ces nations qui n'ont jamais cédé leurs droits ni leur autorité souveraine sur les terres et les eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Donc, c'est un paragraphe pris du centre de recherche GRIAC de l'UQAM, qui travaille, donc c'est un centre de recherche dédié aux enjeux et réalités autochtones. Donc, je tiens aussi à souligner que le hasard fait bien les choses parce que cette présentation tombe bien le 30 septembre, qui est une journée nationale pour la vérité et la réconciliation avec les peuples autochtones. Donc, je dis bien au fédéral. Donc, vous êtes là présent. Ce n'est pas un congé au Québec. Par contre, d'autres universités, par exemple à Saskatchewan, ont pris cette journée pour congé. Donc, elle est dédiée, cette congé, à partir de l'année 2021 pour rendre hommage aux Premières Nations, aux Inuits et aux survivants autochtones. Donc là, je laisse Tan faire la présentation. En premier de notre laboratoire NLP à l'UQAM que je dirige, et en deuxième sur cette thématique-là, son projet de recherche sur la revitalisation des langues autochtones à travers le pré-traitement et la traduction automatique neuronale. Et il va aborder les deux cas de l'Inuktitut et l'Inuinnaqtun que nous sommes en train d'étudier. Donc, je te donne la main pour présenter Tan. Oui, merci beaucoup, Fatia. Donc là, c'est comme vous savez, on est de l'ancien DIC, donc c'est un grand plaisir et bonheur de vous présenter durant le séminaire de DIC. Donc, je vais présenter brièvement l'objectif et les grands axes de notre groupe TAL au sein de CRIA, UQAM. Donc, le TAL, en anglais, c'est Natural Language Processing. Traitement automatique de langue naturelle, dans lequel qu'est-ce qu'on s'intéresse? Ben, on va s'intéresser aux recherches, au développement, comment modéliser et reproduire les capacités humaines pour comprendre c'est quoi les particularités linguistiques afin de créer des outils aide aux linguistes, aux apprentissages linguistiques et nous, on s'intéresse à un domaine multidisciplinaire qui implique la linguistique, l'informatique et l'intelligence artificielle. Donc, le TAN englobe en général beaucoup de domaines. Donc, notre philosophie est dans comment construire un système IA inclusif dans le but de
assurer l'équité, la diversité et l'inclusion. Et on a beaucoup d'axes dans notre groupe de TAL, dont notamment on s'intéresse aux langues en danger et peu de ressources. Je vais expliquer c'est quoi les deux terminologies là dans les diapositives suivantes. Et on s'intéresse aussi la compréhension et la génération des langues naturelles aussi. Et donc, on est dans l'aspect des sciences cognitives. Donc, on s'intéresse à l'analyse émotionnelle, les common sense, détection des biais et comment hybrider entre les règles gérées, créées par les linguistes, par les experts, combinées avec l'intelligence artificielle. Donc, les projets courants, on s'intéresse à la plupart des tâches concernant les NLP, les big data, les ressources peu dotées ou bien zero shot learning, c'est-à-dire qu'on n'a pas de ressources et on essaie de créer, modéliser un système qui pourrait faire face aux défis dans le domaine de NLP. Pour le but de revitaliser et préserver les langues en danger, on essaie de collecter les données et puis on va construire notamment des systèmes de traduction automatique neuronale, entre autres des agents conversationnels émotionnels, des chatbots, des systèmes d'analyse et reconnaissance émotionnelle ou des sentiments dans l'approche multimodale. C'est-à-dire qu'on pourra utiliser non seulement le texte, mais aussi les vidéos et les audios. On s'intéresse aussi les projets concernant l'extraction d'informations, comment trouver les informations pertinentes étant donné un domaine précis. On s'intéresse aussi à construire des systèmes éducationnels pour aider des apprentissages de la langue dans diverses langues différentes. Donc, pas seulement les langues français-anglais, mais les langues autochtones également. Et comme je dis tantôt, on s'intéresse à zero shot learning, c'est-à-dire que c'est dur à rassembler, collecter les données. Donc, comment construire les modèles à partir de zéro données et on va construire les systèmes dans divers domaines versus diverses langues. Donc, c'est ça des projets courants de notre groupe NLP. Donc, si vous vous intéressez, on pourra prendre contact. Donc, maintenant, je vais présenter nos travaux de recherche courants qui concernent la revitalisation des langues autochtones via l'étape de pré-traitement à des fins de construire des systèmes de traduction automatique neuronale. Donc ici, je vais présenter l'étude de cas concernant deux langues, Inuktitut et Inuit-Naktun. Donc, à dire que ici, ces deux langues-là appartiennent à la même famille Inuit de la langue autochtone du nord du Québec. Donc, pour la mise en contexte, comme vous savez, ici, on fait face à une croissance phénoménale des informations multilingues et les connaissances sur le web. Donc, en tapant une langue, vous pouvez trouver des pages web dans différentes langues souhaitées. Donc, on constate ici, il y a beaucoup de scripts, c'est-à-dire que des écritures différentes, donc notamment en arabe, en latin, surtout en latin qui est dominant, le chinois ou les langues indiennes. Donc ici, on va voir une variété des langues, des écritures, et donc les grammaires, ils ne sont pas pareils. Donc ça, c'est un des enjeux à faire face. Et tantôt, je dis, on va explorer c'est quoi la signification des langues peu de ressources versus des langues en danger versus des langues minoritaires. Donc, d'après la définition
dans les thèses de Perman en 2004 ou bien dans les travaux de Crover en 2003. Il détermine les langues peu de ressources dont il manque un système d'écriture stable et un vocabulaire stable. Il manque aussi des ressources numériques sur le web, les experts en linguistique et des outils qui traitent la langue, donc notamment le corpus, les dictionnaires bilingues électroniques, les dictionnaires de prononciation, les listes des vocabulaires, etc. Donc, vous trouvez dans les mêmes concepts, on parle les langues peu densité, les langues pauvres en ressources ou pauvres de data, de données, ou peu de ressources, ou peu dotées. Donc, tous les termes-là sont des termes qui désignent le même concept. Mais ce n'est pas la même chose quand on parle les langues minoritaires, dans lesquelles une langue est parlée par une minorité de plusieurs populations ou un territoire. Et les langues en danger et les langues autochtones qui apportent beaucoup de nouveaux défis pour la technologie de TAL et d'apprentissage automatique. Dans les langues peu de ressources, ne riment pas nécessairement les langues en danger, mais l'inverse est vrai. C'est-à-dire que tous les langues en danger, ils se considèrent comme les langues peu de ressources. Parce que faute de ressources numériques, faute de dictionnaires bilingues ou monolingues, ils sont considérés, classifiés comme les langues peu de ressources. D'où le besoin, une nécessité des solutions numériques pour les préserver et les revitaliser. Surtout, les langues se trouvent au nord de l'Amérique du Nord. Donc, vous voyez sur le map ici, les pays en rouge, ici, par exemple, chez nous, ici, au Mexique, au Brésil, en Amérique, en Afrique, en Asie, comme l'Inde, Indonésie ou même en Australie, on a constaté plus de 50% des langues dans le monde entier se trouvent dans 8 pays comme notés en rouge ici, et dans lesquels ils ont une diversité de langues en danger. C'est-à-dire que, par exemple, en Inde, il y a beaucoup de langues, des dialectes que les habitants parlent et ils sont considérés comme langues en danger. Donc maintenant, c'est à nous d'aller trouver des solutions pour les préserver et revitaliser. D'ailleurs, on a constaté que dans le domaine de TAL, on a beaucoup de succès pour traiter des langues riches de ressources, donc notamment les langues latines, français, anglais, espagnol, voire les langues chinois, arabes d'aujourd'hui, et dans divers domaines, dans les domaines de santé, dans le domaine des réseaux sociaux, littérature, etc. Mais en revanche, pour les langues peu de ressources, il demeure encore des problèmes, des défis pour créer des outils et des ressources pour créer des tels outils de TAL. Et d'ailleurs, les outils de TAL qui ont été construits en utilisant les domaines d'actualité, les langages formels, ne sont pas nécessairement adaptables pour les domaines spécialisés, donc notamment dans la santé, dans les réseaux sociaux. Ils utilisent des langages informels. Dans les dialectes, parce que la structure, ils ne sont pas pareils, et dans les langues parlées, par exemple. Ils ont utilisé les termes, les acronymes, etc. Donc, ça crée encore des défis pour créer des outils de TAL. Dans la plupart des langues peu de ressources ou les langues minoritaires,
battre pour construire les outils. Et là, ils n'ont pas, comment dire, accueilli beaucoup d'intérêt commercialiser ces outils-là. Et on a constaté que durant le COVID ici, on va explorer tantôt. Donc, les domaines d'environnement, de la santé, notamment le COVID-19 récemment et courant de notre jour, sont des exemples concrets des domaines de peu de ressources. Donc là, on va présenter ce que les défis concernant les langues autochtones. Dans les langues autochtones qu'on a considérées comme les langues polysynthétiques. Et là, à partir depuis 1995, ils ont constaté que plus de la moitié de 6000 langues sont en cours de disparaître. Donc, si on n'a pas d'efforts consistants pour réduire l'écart technologie et comment préserver ces langues-là, ben, beaucoup d'elles qui vont complètement disparaître d'ici la fin de notre décennie ici. Et d'après une étude de Kyle en 2017, l'auteur a considéré Inuit Naktun, un des dialectes de la langue inuit, est en cours de disparaître d'ici 2 générations. Donc, ça devient critique pour préserver cette langue-là, ce dialecte-là, pour que ces langues-là ne soient pas disparaître à jamais. Donc, vous voyez ici, il y a à peine 400 personnes qui parlent la langue, comme la langue maternelle. Donc, ça devient critique. Et d'ailleurs, en 2019, UNESCO a considéré c'est l'année internationale des langues autochtones. Donc ici, les langues autochtones ne considèrent pas notre territoire Amérique du Nord ou l'Amérique, mais c'est dans le monde entier. Et d'ici 2022, c'est la décennie mondiale des langues autochtones du monde entier. Et là, la réalité qu'on a constaté que durant le COVID-19, là, Monsieur le ministre des Services des autochtones, Mark Miller, a constaté le manque de données pour protéger, construire les outils linguistiques ou aide à la communauté et de comment comprendre le virus se propage parmi le peuple autochtone. Donc, ça devient indispensable et crucial de travailler, de collecter les données, de travailler en collaboration avec le peuple autochtone pour le domaine de santé. Et spécifiquement, les langues autochtones au Canada, là, on a constaté qu'il y a 1,67 million d'habitants qui sont identifiés leur langue autochtone comme leur langue maternelle. Donc, ils sont parmi plus de 630 Premières Nations, des communautés qui représentent plus de 50 nations et d'ailleurs 50 langues autochtones. Donc, à Québec, chez nous ici, il y a à peine 10% des gens qui sont identifiés comme dont langue maternelle, c'est autochtone. Donc, c'est à peine 2% de notre population totale de notre province. Et à Québec, on a identifié 11 groupes ethniques, donc 10 Premières Nations et les communautés inuites qui se trouvent au nord du Québec. Donc, c'est très, très peu des gens, c'est à peine 142 000 d'habitants, qui représentent 2% seulement de la population du Québec. Donc,
ce qu'on a constaté, une recherche de NRC Canada en 2020 qui a constaté la densité comment dire, des gens dans la langue qui parlent leur langue vraiment autochtone, c'est le cri, qui a plus de 69 000 d'habitants qui parlent dont la langue est maternelle, et Inuktitut, qui est la deuxième langue utilisée comme langue autochtone, langue maternelle. Donc ici, on a constaté une nécessité des matériels pour l'éducation, pour l'apprentissage linguistique. Et là, la nécessité aussi de créer des outils de TAL pour aider les langues en danger et les langues autochtones. Donc, ce qu'on s'intéresse présentement dans nos travaux de recherche, c'est le groupe de langues Inuit ou Inuktitut. C'est une autre appellation qui inclut deux dialectes, Inuktitut et Inunnaqtun. Donc, vous voyez ici sur le plan, le map ici, c'est en partie en bleu, ici. Donc, on a deux distinctions de Inuktitut ici, qui provient de la région Nunavut, ici, Nunavut, et qui se trouve au nord du Québec, et une autre région, c'est Nunavik. Donc, il y a deux distinctions à faire attention, c'est Nunavut et Nunavik. Et heureusement, NRC a construit un corpus parallèle qui a extrait depuis les érudits du Parlement de Hansa, Nunavut, de la langue Inuktitut et anglais. Donc, on a un corpus qui est mis à disposition pour la recherche, qui sont extraits, nettoyés et qui servent à la recherche. Donc ici, je voudrais vous présenter brièvement les particularités linguistiques des langues autochtones du Canada. Donc notamment ici, focalisé sur les langues Inuktitut et Inunnaqtun. Donc d'ailleurs, il y a d'autres langues autochtones aussi, à savoir Inu-Aimun, le cri et la grande famille autochtone algonquienne aussi, donc qui est plus parlé dans le côté ouest du Canada. Donc là, ici, comme je dis tantôt, les langues autochtones sont classifiées dans le groupe de langues polysynthétiques. Donc, c'est quoi les polysynthétiques? C'est-à-dire que les langues qui sont riches en morphologie, et il y a une variété d'orthographe dialectale, donc qui a créé encore un défi majeur d'orthographe, et les données, ils sont dépendamment de la région, donc l'orthographe se diffère. Donc, les défis concernant la complexité morphologique, donc on constate un taux élevé des morphèmes par mot, et le mot, vous voyez tantôt des illustrations pour ces langues-là, et un mot, c'est un long morphème, donc qui se compose de plusieurs morphèmes. Et le taux des significations par morphème ils sont adaptés et sont modifiés par rapport aux mots. Donc ici, on constate une forte signification, une variation des significations par morphème, par mot. Et ici, il manque aussi les données d'apprentissage parce que
ces langues autochtones-là, ils sont la plupart les langues parlées. Donc, on n'a pas de l'écriture de livres qui sont presque transcrits vraiment sur papier ou numérique. Donc, ils sont considérés comme peu de ressources. On a constaté aussi il y a très peu de recherches concernant ces langues-là. Donc, notre groupe a entré pour proposer des projets de recherche concernant ces langues-là. Et maintenant, on s'intéresse beaucoup à ces langues Innu-Nartun également. Donc ici, la structure d'un mot en Inuktitut, donc qui rassemble deux dialectes Inuktitut et Innu-Nartun. Donc la structure se compose en trois parties. Dans la partie base, qui est l'origine, la racine de la phrase ou du mot même, qui suit par des suffixes lexicaux et qui suit par les suffixes grammaticaux qui marquent la fin de la phrase. Donc, un mot qui signifie en anglais ou en français, c'est toute une phrase. Donc, vous voyez ici un exemple en Inuktitut. Tout le long mot ici. Donc, la première ligne, c'est en syllabe. Donc, eux, là, ils ont leur propre syllabe en Inuktitut. Et ils ont romanisé pour faciliter l'apprentissage aux jeunes générations et pour les gens qui souhaitent apprendre la langue. Bien sûr, on pourra transcrire vice-versa l'alphabet original avec la romanisation. Donc, ils ont des règles pour la conversion de ça. Et ici, vous voyez que la partie en gras ici, qui représente le verbe même. Donc, ils sont basés davantage sur les actions et les significations qui jouent le rôle de la racine de la phrase. Donc, tous les phonèmes ici qui suivent la racine se considèrent comme les suffixes lexicaux. Et le terme à la fin qui joue le rôle de la pronom personnel, donc qui joue le rôle grammatical déterminant pour définir c'est je n'entends pas très bien. Donc, vous voyez un mot, juste un mot, ce qui est tout collé. On met le trait d'union pour déterminer différents morphèmes. De même, en langue Innu-Nartun, c'est tout un mot collé ici. C'est un mot avec tous les lettres collées, mais en fin de compte, ce sont différents morphèmes qui jouent la racine, les suffixes lexicaux et qui déterminent le sujet de la phrase. Donc, ici, c'est toute une phrase en traduction en anglais. Donc, vous voyez la complexité morphologique, comment déterminer la frontière entre les morphèmes. Donc, ça rajoute encore les nouveaux défis pour développer les outils de TAN. Et d'ailleurs, pour des fins de la traduction automatique, ça aide aussi si on construit un bon outil de segmentation de mots, ça va améliorer davantage la performance du système de la traduction automatique. Donc, c'est notre but dans nos projets de recherche. Donc, avant de présenter notre travaux de recherche, les résultats, je vais vous présenter brièvement c'est quoi les architectures et c'est quoi les approches dans la traduction automatique. Donc, ici, depuis 1950, la traduction automatique sont basées sur les règles. Donc, les règles sont créées par qui? Par des experts linguistes, par les gens qui parlent la langue, par les gens qui maîtrisent la langue. Donc, on va rassembler toutes les règles pour construire les systèmes de traduction automatique. Et puis après, on a collecté davantage les tests de langue source et cible, c'est-à-dire que la langue d'origine versus la traduction en langue N2.
et on a construit les systèmes de traduction à base des exemples. Et si on rassemble des millions de paires de phrases, ben, on est capable de construire des systèmes, on dit, à base statistique. Donc, c'est-à-dire qu'on va apprendre c'est quoi les segments parallèles, langue de source N1 versus langue cycle N2. Et à partir de ces segments-là, on va calculer c'est quoi la probabilité des paires de phrases qui est susceptible d'être la traduction l'une de l'autre. Donc, on a parlé la notion à base de segments. Et depuis 2015, là, avec l'émergence de deep learning, l'apprentissage profond, ben, la traduction automatique neuronale qui est dominante jusqu'à nos jours et qui offre une variété d'architectures qu'on a découvert tantôt. Là. Donc, maintenant, on parle de traduction automatique neuronale. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'approches durant l'histoire de la traduction automatique. Et notre équipe, on s'intéresse davantage à l'approche de peu de ressources ou bien de zéro ressources pour donc construire des systèmes de traduction automatique multilingues. Donc ici, on s'intéresse à 3 branches de transfer learning par pivot ou bien de zero shot, dans lesquels vous pouvez élaborer davantage c'est quoi les différents caractéristiques pour chaque approche. Donc, présentement, là, notre travail de recherche s'intéresse à transfer learning et zero shot. Donc, comment on transfère à partir d'un modèle de traduction qui sont construits en se basant sur les groupes de langues riches en ressources et transférer vers les langues peu de ressources ou zéro de ressources, donc notamment Inuktitut et Inunnaqtun. Donc, c'est ça notre but de la recherche. Donc, c'est quoi les défis? Quels sont les défis concernant les langues autochtones en construisant les systèmes de traduction automatique neuronale? Ben, on a soulevé beaucoup de défis, donc notamment l'approche d'une demeure statistique dont il a besoin beaucoup de textes traduits et les textes en parallèle, les textes des vocabulaires, le lexique, etc. Donc, collecter les données et nettoyer les données qui jouent un rôle primordial avant tout, d'avant de construire les systèmes de traduction automatique. Et là, pour ces langues autochtones, ben, on fait face à la complexité morphologique, donc l'éparcité des surfaces des mots et notamment le vocabulaire qui sont flexibles. Donc là, il y a beaucoup de défis à faire face. Donc, là, je voudrais vous parler rapidement des architectures des réseaux de la traduction automatique neuronale. Donc, ici, vous entendez parler de l'architecture encodeur-décodeur, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? À quoi ça sert? Donc, cette approche, ça sert dans différentes tâches, dans le PAL et dans la traduction automatique. Donc, on pourra appliquer cette architecture pour la classification, pour la génération des langues, pour la traduction, voire pour la traduction automatique. Donc, l'usage de cette architecture est omniprésent. Donc, techniquement, qu'est-ce qu'on peut s'en servir? Donc, ici, l'entrée, c'est on va injecter une séquence d'une langue source et la sortie, c'est la traduction de la langue cible. Donc, ici, un exemple de l'anglais versus allemand. Donc, la première couche, c'est
on va déterminer chaque token ici et transformer, vectoriser grâce à un modèle d'embedding. Donc, c'est soit à base de mots ou à base de caractères ou combinant les deux. Et quand on injecte dans un réseau neuronal, ben, on a des couches cachées qui, dépendamment de la taille prédéfinie et les hyperparamétrages à définir à l'avance, donc on va injecter dans le système, dans l'architecture neuronale, et le modèle va apprendre de manière automatique toutes les caractéristiques et c'est quoi la séquence, c'est quoi le contextuel d'un token versus le token précédent versus le token suivant. Et la sortie, c'est une fonction d'activation, comme vous avez appris dans les cours de LIC. Donc, grâce à la fonction d'activation, ben, le token, le sortie, c'est un vecteur et ce vecteur-là sera transformé en token après. Donc, à partir de l'apprentissage profond, ben, étant donné une paire de phrases langue cible, langue source, ben, notre architecture est capable d'encoder et décoder les phrases avec une taux d'erreur. Donc, c'est ça qu'on dit la fonction d'erreur, là, the loss function. Donc, on va minimiser la fonction d'erreur et maximiser la fonction d'activation. Donc, pour ça qu'on va apprendre un bon système de traduction automatique. Donc, quand vous entendez parler de sequence to sequence, ben, vous pensez que c'est l'architecture encodeur-décodeur. Donc, à noter ici les tags S et /S ici, c'est pour déterminer c'est quoi le début de la phrase, c'est quoi le début, la fin de la phrase. Donc, c'est primordial en déterminant un modèle, une architecture encodeur-décodeur. Et on parle de nos jours l'architecture à base de transformers. Donc, c'est le même concept, c'est-à-dire que maintenant, on va rajouter dans l'encodeur une couche d'attention. Et ce n'est pas une simple couche encodeur-décodeur en tant que telle ici, mais on va multiplier de n couches encodeurs et n couches décodeurs. Et dans lequel on va injecter non seulement le embedding ici, juste une couche embedding ici, une couche de vectorisation, mais ici, on a plusieurs couches de vectorisation. Donc, notamment à base de la position de chaque token, avec comment dire, ça, on appelle le multi-head attention. Donc, on va concaténer plusieurs embedding output et plusieurs embedding output pour faire en sorte que le menu, le vecteur contextuel qui propage toute la séquence. Donc, ça aide pour résoudre la dépendance long terme et court terme. Donc, grâce à cette architecture-là, l'approche, les systèmes de traduction automatique a beaucoup amélioré leur performance. Donc, vous pouvez découvrir davantage dans la source ici, indiquée ici. Ils sont illustrés avec des images, des explications très intuitives, donc on pourra explorer davantage. Donc, maintenant, c'est quoi notre approche? Donc, notre approche se base sur l'approche encodeur-décodeur davantage, avec ici. D'abord, on a l'idée de comment augmenter la performance du système de traduction automatique dans le cadre du domaine de peu de ressources. Ben, on a pensé tout d'abord d'augmenter, améliorer l'outil de segmentation de mots et on va incorporer dans notre système à l'étape de pré-traitement côté source et après on va injecter dans l'architecture encodeur-décodeur.
d'où notre motivation d'en construire d'abord un outil de segmentation performant et fiable. Et on a construit notre système, notre présentation présentée à Colline en 2020. Et on a appliqué pour la langue Inuktitut ici, et ça a montré une meilleure performance par rapport à aux différentes études pour la langue autochtone. Donc ici, l'idée c'est quoi? L'idée c'est on va préparer, c'est toujours un modèle pré-entraîné, embedding à base de mots et à base de caractères. Et on va injecter dans les séquences, dans la couche entrée, la concaténation de deux embeddings. Et la couche sortie, on s'attend, c'est les morphèmes segmentés. Mais là, pour construire un tel système, il est nécessaire de collecter les données annotées, les dictionnaires, les listes des lexiques. Donc, c'est ça qui est nécessaire pour la première étape de collecter les données. Et par la suite, comme je l'ai dit tantôt, là, on va appliquer l'architecture que j'ai présentée tantôt, encodeur-décodeur avec la couche d'attention. Et simplement, on va utiliser l'étape pré-traitement pour la côté source. Ici, on va appliquer Inuktitut vers anglais. Donc, l'Inuktitut va se segmenter au niveau de mots et on va entraîner notre modèle à base de mots versus anglais qui sont laissés tokeniser là, parce qu'ils sont séparés par un espace. Donc, on considère comme si c'est un mot. Unité lexicale de base, c'est un mot. Donc, c'est un token qui est séparé par espace. Donc, ça aide énormément dans l'alignement de mots et notre performance a été améliorée. Donc, vous voyez par la suite ici les résultats tantôt. Donc, on a appliqué notre modèle pour segmenter de langues et on a appliqué l'apprentissage dans le système de traduction automatique neuronale pour les langues Inuktitut et anglais. Là, on n'a pas fait Inuktitut anglais, faute de données. Donc, on va vous présenter tout d'abord Inuktitut anglais et l'étude Inuktitut anglais, c'est en cours. Donc, on a entamé en progression d'en construire un système de traduction automatique neuronale multilingue en incorporant davantage des langues Inuktitut, donc notamment Inuktitut, Inuktitut, les langues Greenlandiques, ce sont les langues de la région Groenland, le Yupik, Inupiaq, etc. Donc, toutes les langues qui sont considérées comme des langues proches, on va injecter dans le corpus d'apprentissage. Donc, les données qu'on a construites, on a extrait à partir le corpus du Parlement Nunavut Hansa, anglais Inuktitut. Donc, ils sont plus de 1,2 million de paires de phrases. Donc, c'est correctement suffisant pour construire des systèmes de TAL, des outils de TAL, des traductions automatiques. Donc, on a utilisé tout le corpus d'apprentissage pour pré-entraîner les modèles d'embedding. Donc, ça aide énormément. Plus on a un corpus d'apprentissage volumineux, mieux c'est et la performance des modèles Word2Vec ou FastTest, etc., la performance s'améliore. Donc, on a expérimenté diverses expérimentations et on a constaté que plus qu'on combine ici, l'expérimentation 2, c'est combiner à la fois le modèle embedding à base de mots et à base de caractères. Tandis que le modèle expérimentation 1, on utilise seulement le modèle pré-entraîné à base de mots. Donc, on constatait une amélioration de X measure ici et on a utilisé ce modèle-là
pour toute l'architecture et qu'on a utilisé par la suite, injecté dans l'étape de pré-traitement. Et on a constaté si notre système utilisait les corpus d'apprentissage de base, c'est-à-dire qu'on a justement tokenisé à base de ces espaces, des mots, ben, le score bleu ici, bleu, c'est un score qui sert pour évaluer les systèmes de traduction automatique. Donc, c'est une des métriques standards qui sert à évaluer des systèmes de traduction automatique. D'accord? Donc, c'est ça. Et on a le baseline ici, c'est un autre travail de recherche de NRC qui utilisait une méthode de segmentation non supervisée, pattern encoding, qui se base sur la compression d'un nombre de vocabulaire. Donc, c'est-à-dire qu'ici, si on détermine 30 000 vocabulaires, c'est-à-dire que 30 000 premiers mots les plus fréquents à partir du corpus d'apprentissage, ben, ils considèrent à partir de ce vocabulaire-là. Donc, ça devient standard comme l'état de l'art de pré-traitement dans les systèmes de traduction automatique neuronale. Donc, le score est 35. Donc, on se basait sur ce baseline-là pour comparer notre différents systèmes modernes de traduction automatique. Donc, le nôtre, là, on a abouti à peu près 36,03. Donc, c'est pas si pire. Et quand on injecte, quand on utilise notre outil de segmentation, ben là, ça a beaucoup amélioré. Donc, ici, le modèle d'alignement de mots, là, ça aide énormément dans la traduction source-cible. Donc, on constate ici, il y a 3 points, ça devient significatif. Et quand on combinait notre outil avec l'approche de segmentation non supervisée, ça améliore encore davantage la performance. Le score bleu atteint à 42,09. Donc, ça, ici, là, ça à peu près 7 points, donc c'est très significatif. Donc, notre travaux a été présenté à Colline 2020. Donc, on a montré que grâce à un outil de segmentation de mots performant et fiable, ça aide énormément la performance des systèmes de traduction automatique neuronale pour les langues autochtones. Donc, ici, un exemple de notre outil. Donc, ici, vous voyez, notre outil ici est capable de segmenter correctement tout le mot ici, d'après la référence. Donc, d'autres outils qui est capable de segmenter correctement, c'est Ukai-Laout de NRC, aussi en 2012. Donc, qui a construit à base des automates et à base de règles. Donc, qui a fait ça également correct. Dans le nôtre, on a utilisé les réseaux neuronaux, donc qui n'a plus besoin de règles et qui pourrait faire aussi un bon résultat qu'à base de règles. Et par exemple, ici, le mot, là, le terme Katimajit ici, il devrait segmenter correctement en plusieurs morphèmes par la racine et différents suffixes en tant que tel ici. Donc, notre outil a démontré une bonne performance. Donc, ici, c'est des illustrations de notre traduction automatique et notre système là, en combinant toutes les techniques, s'approche beaucoup à la référence. Donc, on a analysé des erreurs possibles, pourquoi ça a impacté la performance des systèmes de traduction automatique. On a constaté, on a fait des expérimentations
expérimentations dans le sens inverse de l'anglais vers les langues autochtones dans Inuktitut. Donc, on a constaté que si la langue cible est complexe en morphologie, en grammaire, ben ça dégrade la performance, le score bleu du système de traduction automatique. Et là, on a validé, confirmé que plus le taux de morphèmes varie par mot et la signification, ben, ça dégrade, ça impacte négativement la performance du système de traduction automatique aussi. Et là, le mot hors vocabulaire, ça augmente si on définit la taille des vocabulaires à l'avance. Par exemple, à 30 000, les termes les plus fréquents versus 15 000, ben, ça diminue la performance aussi. Voici une autre étude pour Inuktitut qui utilisait une autre approche qui à base de grammaire. Ici, vous voyez, ce sont des règles grammaticales qu'on a vues là. Donc ici, c'est qu'on va déterminer la structure d'un mot donc, à base de la racine avec des suffixes lexicaux et des suffixes grammaticaux. Et on va décortiquer chaque item ici en différents items. Donc, c'est-à-dire que des unités en sous-unités et l'unité canonique, c'est caractère. Donc, ce caractère peut produire un caractère ou bien un autre caractère, un ensemble de caractères. Donc, cette approche-là, ici, il nécessite les mots segmentés, un lexique, c'est-à-dire qu'une liste des mots, il n'y a pas besoin de segmenter, et puis des listes de racines ou des listes de suffixes. Pourquoi? Parce que ça aide de décortiquer différentes unités donc à base de racines. Donc, on a la liste des racines. À base des suffixes ici, donc on a les suffixes. Et des listes de lexiques, ça permet d'avoir un aperçu de toutes les combinaisons aléatoires ou bien les combinaisons à base de règles, étant donné un mot. Donc, notre étude a été présentée dans un atelier sous la conférence de NACO en 2021. Notre approche a pu démontrer que on est capable de construire un système de segmentation de mots, même de mots pour les langues autochtones. Dans le cas de Inuktitut, pas besoin d'une grosse de données. Donc, on a utilisé les métriques d'extraction d'informations, donc notamment la précision, le rappel et le S1. Donc, on a joué en plusieurs approches versus le système de base, c'est Morphexer. Morphexer, c'est un système qui se base sur l'approche de transducers et des automates aussi à base de règles non supervisées. Donc, ici, on est dans l'approche de non supervisé. Donc, non supervisé dans la mesure où on a laissé la machine apprendre les règles, étant donné un simple des règles génériques ici. Donc, notre système a pu avoir la meilleure performance de 76,49%. Donc, ici, vous voyez une unification ici. Avec le rouge, c'est faute ici. Donc, notre système a donné peu de fautes, très peu de fautes, versus le baseline. Donc, les prochaines directions, c'est on va focaliser davantage sur l'étape de pré-traitement, construire les systèmes de multilingues
en utilisant différentes techniques d'augmentation des données. On va demander la collaboration avec des communautés autochtones dans la mesure du possible, bien sûr, avec de différents centres de recherche, les communautés autochtones en terrain. Et on s'intéresse davantage à des projets concernant les langues autochtones, notamment la détection des biais, parce qu'on a vu que dans la tradition, dans le texte, ils n'ont pas la distinction masculin-féminin, ils n'ont pas utilisé les pronoms correctement pour la traduction, par exemple, et puis des outils d'apprentissage linguistique également. Voici les bibliographies. Vous pouvez constater davantage. Là, je vous envoie, je vous amène pour quelques mots en Inuktitut ici. Donc, je vais partager un autre écran. Hey. 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 Bonjour, comment ça va? Hey, Hanukpi. Hey, Hanukpi. Ulakut. Ulakut, good morning. Ulukut. Ulukut, good afternoon. Ulukut. Kinovi. Kinovi, comment tu t'appelles? Atsume. Nakukmik. Nakukmik. Nakurmik. Nakukmik. Ilali. Ilali. This is yes and this is no. Atsur. I guess this is everywhere in the world. I don't know. Halunat is a white person. Halunat is back in the day when the white person first came here, they had big stomachs and big eyebrows. So this is Haluk Nak. And the French person is called Oui Oui, because they say oui a lot. So we call them Oui Oui. Tukisivit. Est-ce que tu comprends? Tukisivit, c'est intéressant parce qu'on peut se dire en tant que collègue, tiens, je vais dire ça à mon partenaire à qui je viens d'expliquer quelque chose. Je vais m'assurer qu'il est bien compris dans sa langue. Alors, il va se sentir tout fier. Mais quand tu dis Tukisivit à quelqu'un, ça se dit d'une personne âgée en autorité à un jeune qui se fait enseigner. Alors, c'est parler en bas à quelqu'un. On fait pas ça. Vous avez le lien ici. Vous pouvez apprendre les mots de base en Inuktitut. Très facile et c'est très appréciable. On pourrait apprendre la langue tout de suite. Et là, c'est un autre lien qui offre des pages pour apprendre, pour parler la langue aussi. Il demeure encore une longue route devant nous, donc en collaboration avec divers facteurs, divers acteurs, donc on est capable d'aller avancer ensemble. Donc là, comme vous voyez tantôt, là, Nakumik, c'est en Inuktitut, ça signifie merci. Donc, tous les mots-là, c'est signifie merci, donc vous pouvez constater. Là, comment on prononce, là, c'est Kanak Utin. Donc, ici, Kanak Utin, c'est merci en Inunartun. En vietnamien, parce que moi, je suis du Vietnam, je viens du Vietnam. Donc, ici, Cảm ơn bạn,
ça signifie merci beaucoup. Donc, merci beaucoup de votre attention. Et si vous avez des questions, ben, je suis là. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, merci Tan. Donc, s'il y a des questions par rapport au projet, par rapport aux enjeux linguistiques des deux langues Inuktitut et Inaktun que nous étudions, donc allez-y, donc Tan est là pour y répondre. J'ai vu la question de Habiba, c'est ça, hein? Oui, elle disait, est-ce que c'est facile? Ah oui, je les vois. Est-ce que c'est facile de traduire de l'Inuktitut vers l'anglais ou d'une autre langue inuit vers l'Inuktitut? Bon, les deux directions sont différentes. Là, on prend la langue source en premier, c'est Inuktitut vers l'anglais, et là, on inverse pour que l'Inuktitut soit cible. Vas-y, Tan, tu peux répondre. Donc. Oui, merci Habiba. En fait, là, c'est une question très pertinente. Hein. Là, pour répondre à ta question, là c'est toujours question de c'est quoi les défis et les enjeux quand on traduit une langue source, Inuktitut, vers l'anglais. Donc, si on a une maîtrise de la langue, on a assez de données, on a un fondement solide, ben là, on est capable d'en construire un système de traduction automatique plus à l'aise. Et donc, côté de ressources numériques, c'est primordial. Côté de maîtrise de la langue et aussi. Quand on traduit, là, est-ce que tu as capté mon idée? Les ressources et la maîtrise de la langue. Oui, mais moi juste, j'ai eu une idée. C'est comme on va passer, au lieu de passer par exemple d'une langue pivot, par exemple connue comme l'anglais ou bien une autre langue, je voulais juste savoir, est-ce que c'est possible par exemple d'utiliser une langue inuit, mais qu'elle est plus, c'est-à-dire qu'elle a plus de ressources que d'une autre langue inuit. Il veut l'utiliser comme pivot pour passer à d'autres langues, par exemple, mieux dotées comme l'anglais ou bien l'espagnol ou bien le français. Oui, on a fait un état de l'art littérature revue là, sur ces différentes approches-là. Les langues pivots, l'intérêt, c'est quand on a déjà des systèmes bien développés, bien alimentés vers une langue qui est des ressources riches en ressources. Donc, notamment, par exemple, je dirais français-anglais, français-espagnol. Et là, on pourra construire anglais, espagnol beaucoup plus facilement qu'une langue qui n'est pas dans la même famille. Donc, par exemple, si on prend chinois comme pivot ou vietnamien comme pivot, là, on aura la difficulté d'en construire un système de pivot. Mais l'idée est très bonne, c'est-à-dire qu'on va bénéficier tous les paramètres, les poids entraînés d'un système de traduction de haute de ressources, riche en ressources, et qu'on va transférer vers un modèle qui est peu de ressources. Donc, l'idée est déjà validée, hein, approuvée. Donc, c'est toujours dans l'esprit, c'est qu'on va construire les ressources numériques qui est correctement nettoyée, paralysée, en mettre en parallèle, pas paralysée, hein, mettre en parallèle des corpus. On a bien segmenté. Là, on est capable de construire des systèmes, n'importe quelle langue autochtone, vers anglais et vice-versa. Donc, là, c'est plus facile de construire ou d'autres. Mais je dis, ça dépend. Ça dépend, c'est quoi l'étape de pré-traitement et l'architecture à utiliser. Okay? Pour ajouter à ton explication, Tan, c'est plus avantageux toujours quand on a des related languages, ça veut dire des langues qui appartiennent à la même famille, d'en faire un système de traduction. Donc, si on a des ressources, comme il dit Tan, Inuit vers Inuktitut serait plus avantageux que anglais vers Inuktitut, par exemple.
Mais donc là, on a toutes les langues inuites qui sont less resources, peu dotées. Donc, on fait face au même problème, c'est qu'on n'a pas de ressources. L'autre enjeu, c'est que l'inuktitut, quand on le place comme langue polysynthétique à morphologie riche, comme langue cible, la traduction, la performance drop, donc elle chute. Toujours la langue à morphologie riche, quand elle est cible, la traduction est plus mauvaise que quand elle est du côté source. Donc, la langue pivot, si on l'apprend, c'est toujours une langue riche en ressources. Ce n'est pas une langue pauvre en ressources. Donc, c'est pour cela que l'anglais est la plupart du temps placé comme langue pivot dans les systèmes là, de traduction où il y a un enjeu de less resourced languages dans la traduction automatique. Merci. Oui, avec plaisir. Alors, l'autre question, Tan, quels avantages apporte le mécanisme d'attention à votre système de segmentation et de traduction automatique? Toujours Habiba. Oui, bah, en fait, tantôt, là, merci pour ta question. Bah, en fait, là, en réalité, le mécanisme d'attention, ça sert à résoudre la dépendance contextuelle à court terme et à long terme. Ici, à court terme, c'est quoi? C'est dire que c'est quoi le token, le mot en avant, précédent, et les tokens, les mots suivants. Et à long terme, c'est quoi les mots qui se trouvent au début de la séquence, de la phrase, et les mots qui se trouvent à la fin de la phrase. Donc, ce mécanisme d'attention, ça joue comme un modèle d'alignement de mots, un modèle de connexion entre le mot au niveau conceptuel, et ça rassure quand on propage, quand le modèle propage d'un token 1 vers token 2 vers token N, ben là, il ne perd pas la main, il ne perd pas la dépendance de toute la séquence. Donc, le mécanisme d'attention dont ils ont inventé pour faire face à un modèle d'alignement dans le modèle de traduction automatique statistique. Donc là, vous voyez, modèle d'attention, c'est justement un renforcement d'alignement de tokens source, cycle, ou bien ici dans le modèle de traduction automatique et dans le modèle de segmentation de mots, c'est le mot N avec le mot en avant et en après. Donc, est-ce que les avantages là, c'est correct? Dans le cas du contexte, je comprends, mais pour la segmentation, je ne sais pas. Je ne comprends pas bien. Ici, on n'a pas appliqué dans le modèle de segmentation. Mais on peut parce que, pourquoi? Ben, ici, c'est justement le mécanisme d'attention, c'est on joue sur le poids. Et le poids là, il se propage dans la couche cachée. Et plus, c'est un vecteur. Le modèle d'attention, c'est quoi? C'est un vecteur qui se calcule au sein de la couche cachée. À la couche cachée, ils sont linkés, connectés avec la couche entrée et la couche sortie. Donc, tout ça, c'est un vecteur d'attention, c'est un poids qui se propage en avant et en après, et en arrière, pardon, en avant et en arrière. Donc, je pourrais t'expliquer davantage le mécanisme d'attention, mais dépendamment de la tâche, tu te considères comme c'est l'avantage ici, c'est de renforcer le poids et mettre à jour le poids dans la couche cachée des modèles neuronaux. Merci. J'ai compris dans le cas du contexte, c'est-à-dire dans le cas où on traduit, je vois bien l'avantage, mais pour la segmentation, je ne comprends pas bien. Par exemple, le fait de travailler avec un modèle transformer au lieu de, par exemple, le modèle encodeur-décodeur pour la segmentation. C'est tout. Ah, OK. Ici, là, je n'ai pas utilisé le modèle transformer dans la segmentation. Le transformer, on s'en sert dans les modèles de traduction automatique plutôt. Merci. Oui. Voilà. Merci.
Ok, Avec donc plaisir. on passe à la question de Nouha. Comment se fait la collecte des données? Y a-t-il des ressources écrites de ces langues autochtones? Donc, Tan a cité le Hansard, c'est une ressource écrite pour l'Inuktitut. Il me semble que recevoir des données orales serait difficile à structurer et à nettoyer. Oui, pour la transcription. Donc, tu peux dire quelque chose sur les données qui sont disponibles pour la recherche, Tan? Oui, merci pour ta question, Nouha. Ici, là, comment ça se fait la collecte des données? On se fait sur le terrain. Nous, pas nous, là, présentement, mais comme l'équipe de NRC à Ottawa, qui est en collaboration avec une communauté autochtone, surtout Cree et Inuktitut. Donc, ils ont des collaborateurs, collaboratrices autochtones qui parlent la langue. Donc, ils ont transcrit ils ont allé en terrain, bien sûr, transcrit, enregistré toutes les données orales, donc parler avec les aînés, parler avec les gens dont la langue maternelle est Cree ou Inuktitut. Donc, ils ont collecté ça. Ils ont utilisé un outil de speech recognition, c'est de reconnaissance de parole, qui va transcrire toutes les données là en Inuktitut, par exemple. Et là, il y a les collaboratrices, collaborateurs qui vont valider est-ce que le texte est correct, est-ce que le texte parlé c'est correct. Et là, ils ont le transcrit. Et là, c'est avec des outils de reconnaissance de parole, ils sont capables de collecter le maximum possible des données et ils ont nettoyé avec les gens qui maîtrisent la langue, qui parlent la langue. Et les scientifiques de NRC derrière, ils proposent des algorithmes pour aligner les mots, pour nettoyer, pour restructurer ces phrases-là en français et en Inuktitut, en anglais, en français, etc. Parfait. Voilà. C'est clair. Merci donc, beaucoup. C'est long. Hein? Oui, c'est une longue haleine. Hein? C'est pas comme dans... Parce que dans les livres, même s'il y a dans les livres bilingues, ils ont des données, mais ce sont des données en images. Ce sont, par exemple, une forêt avec le mot en forêt, comment prononcer, et c'est tout. Donc, c'est très rare. Oui, c'est très rare qu'on trouve des belles phrases, des longues phrases. Donc, c'est ça qui rajoute encore les défis là, majeurs pour l'étape de collecter les données. Donc, présentement, on a pu travailler donc, les langues qui ont assez de ressources pour construire les outils de TAL. Donc, comme je dis, ici chez nous, là, à Québec, au Québec, là, on a Inuktitut, on a Inu-Aimun, on a quoi d'autre? On a Innu-Nartun, mais c'est très peu. Tandis que d'autres provinces, on a le Cree, on a l'Algonquin, on a d'autres coupes de langues, mais ça, c'est une autre famille de langues. Donc, c'est pour ça que quand on travaille sur, on effectue des travaux de recherche sur telle ou telle langue autochtone, faudrait cibler et là, on va aller recueillir les données, contacter les communautés autochtones dans la mesure du possible, bien sûr. Et là, on aura de quoi lancer notre travaux de recherche. Donc, tu vois, c'est l'étape primordiale pour nous, là. Parfait, merci beaucoup, ça répond à ma question. Merci. D'accord, très bien. Donc, ce que vous voulez dire, Tan, en gros, c'est qu'il faut collaborer avec les communautés autochtones et c'est un de nos objectifs pour chercher des données donc, fiables et donc les nettoyer. Et on est en plein aussi de travail pour détecter les biais et débiaiser ces données pour les rendre disponibles et fiables pour la recherche. Donc, on finit la présentation là. Donc, je vous souhaite une belle journée à tous et surtout une journée où, donc, comme elle est déclarée nationale pour la vérité et la réconciliation avec les peuples, les premiers peuples, donc pour vous ressourcer et connaître la culture, les langues et l'historique des premiers peuples du Canada. Bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.